l'extrême droite agresse dans plusieurs villes de France. Derrière ces violences, il y a des groupuscules radicaux et organisés. À Libération, on les a cartographiés. Quels sont leurs points communs? Quels sont leurs modes d'action? Sont-ils près de chez vous? Pour répondre à ces questions et présenter notre cartographie, j'ai reçu dans l'émission Frontale Maxime Massé, journaliste spécialiste de l'extrême droite à Libération. Et je vais commencer avec une première question pour toi Maxime. Cette cartographie, qu'est-ce qu'elle représente finalement? Parce qu'on parle donc de groupuscules radicaux et violents, parfois d'extrême droite. Qu'est-ce que ça signifie alors? Alors en fait, cette cartographie, donc la troisième qu'on réalise à Libération pour Frontale, depuis 2023, c'est notre troisième cartographie. En fait, elle recense sur le territoire français les mouvements politiques radicaux de l'extrême droite qui se trouvent en dehors du champ politique traditionnel de l'extrême droite que peut représenter le Rassemblement national et Reconquête et des plus petits partis comme celui de Nicolas Dupont-Aignan, enfin vraiment des sortes de petits confettis politiques. Quand on parle de groupuscules radicaux, en fait, on évoque les gens qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont surveillés par les services de renseignement pour leur engagement militant à l'extrême droite et pour leur potentielle dangerosité. J'aimerais que tu nous expliques aussi, Maxime, pourquoi cette carte est classée en différentes familles, catégories. Il y en a 4. Néofascistes, néo-nazis, identitaires suprémacistes, ultranationalistes et royalistes. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ce sont différentes mouvances au sein de l'extrême droite radicale qui correspondent à des courants de pensée qui la traversent. On va commencer avec probablement peut-être les plus connus, les identitaires, parce que c'est ceux qui ont fait le plus souche au sein de l'extrême droite politique traditionnelle. Ce sont ceux, en fait, qui revendiquent un nationalisme blanc. C'est-à-dire qu'au-delà d'être des nationalistes français, ils voient les Blancs comme une ère civilisationnelle à protéger, à sauvegarder. C'est des gens qui sont opposés au métissage de la société, à la présence de personnes extra-européennes sur le territoire français et plus largement sur le territoire européen. Et en fait, c'est le terme identitaire, c'est surtout un faux-nez pour parler de suprématie blanche. C'est pour ça qu'on a mixé les groupes. Au sein des groupes qui font partie de cette famille, tous ne revendiquent pas une forme de suprématie blanche, mais il y en a certains qui le font assez frontalement. C'est le cas des Braves, de Daniel Conversano, qui eux revendiquent totalement penser la race blanche comme une race supérieure à celle aux autres races. Alors évidemment, les races, ça n'existe pas, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais eux divisent en fonction de la couleur de peau ou de l'origine des gens le peuple humain en différentes catégories. Et donc il y a aussi un autre groupe qui est numériquement très important sur la carte parce que celui qui a le plus de groupuscules, ce sont les néofascistes et les néonazis qui sont souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de différence très franche entre les deux courants. Eux préfèrent s'appeler nationalistes révolutionnaires, d'abord parce que c'est plus poli, ça fait moins, ça renvoie moins à des heures sombres de l'histoire. En gros, c'est un petit peu la troisième voie de l'extrême droite. D'un côté, on a les identitaires qui sont les représentants de la suprématie blanche et les plus opposés, les plus fortement islamophobes, et la vieille extrême droite française très antisémite qu'on retrouvait déjà du temps de Jean-Marie Le Pen et puis pendant toute l'après-guerre et l'avant-guerre évidemment. Eux, c'est un peu une troisième voie dans le sens où ils se revendiquent d'une certaine forme de socialisme, mais évidemment réservé à une partie de la population. En ça, ils sont très anti-bourgeois, très anti-libéraux. On les met pas, mais ce qui les caractérise vraiment par rapport aux identitaires, c'est que eux, ils veulent une prise de pouvoir violente et la création d'une société, sortir du modèle démocratique pour mettre en place un modèle autoritaire extrêmement élitiste dont évidemment ils sont à la tête. Et en ça, on les rapproche vraiment du fascisme traditionnel. Oui, qu'on a pu connaître par le passé. Bien sûr. Ensuite, il y a les royalistes. Bon, eux, c'est assez simple. Ils sont là pour un retour de la monarchie. Alors, au sein de cette cartographie de groupuscules, il n'y a vraiment qu'un seul groupuscule qui représente le royalisme en termes militants, c'est l'Action française, qui revendique à peu près 1 millier de militants. Il y en a peut-être un petit peu moins, mais numériquement, c'est un des plus importants. Simplement, il y a aussi d'autres mouvements royalistes en France qui sont
sans rentrer complètement dans les détails, il y a une querelle dynastique en France pour savoir qui doit être l'héritier du trône. Et entre ces deux branches de la Maison de France, comme ils le disent, il y a des divergences qui fait que l'Action française est plutôt orléaniste et d'autres cercles sont plutôt légitimistes, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais les cercles dits légitimistes, c'est quand même moins des groupuscules, c'est-à-dire qu'il y a moins une activité de terrain. C'est des gens qui font des conférences, qui font tous les ans des événements avec l'héritier du trône qu'ils ont préféré, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de Franco, hein, qui est donc de la branche espagnole de la Maison des Bourbons. Donc eux, c'est assez clair, ils sont là pour le renversement de la République et pour l'établissement de la monarchie. Alors ce qui est intéressant avec l'Action française, c'est qu'eux, ils expliquent pas vraiment comment ils vont renverser la République, parce qu'ils participent pas aux élections, mais ils estiment un petit peu, comme le disait le chercheur Emmanuel Casaju, que à un moment, les Français vont bien se rendre compte qu'ils auront qu'ils ont besoin d'un roi, et à ce moment-là, on rétablira la monarchie. Et eux, comme ce seront ceux qui auront maintenu la flamme de la monarchie, du royalisme pendant ce temps-là, ils seront naturellement très disposés à prendre le pouvoir. Mais il n'y a pas vraiment cette théorisation de la prise du pouvoir comme peuvent le faire les nationalistes révolutionnaires ou les identitaires qui veulent le faire par les urnes. Et enfin, il y a un groupe qu'on appelle, nous, les ultranationalistes, c'est-à-dire c'est cette, effectivement, vieille extrême droite dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu les héritiers de l'extrême droite d'avant la Seconde Guerre mondiale et d'après. C'est cette extrême droite très antisémite. On retrouve par exemple dans ses rangs les nationalistes d'Ivan Benedetti, qui sont un ancien groupuscule qui s'appelait l'Œuvre française, qui a été dissous en fait en 2013 après la mort de Clément Méric, ou le Parti de la France. Le Parti de la France, en fait, c'est un parti qui a été fondé dans les années 2000 avec des gens qui avaient été expulsés du Front National ou qui étaient partis d'eux-mêmes parce qu'ils trouvaient que le Front National prenait une voie qui ne correspondait pas à son idéologie traditionnelle. J'en profite pour te relayer une question d'ores et déjà sur la méthodologie aussi de la réalisation de cette carte, parce que quelqu'un dans le chat demande quelle peut être la différence entre cette carte-là et d'autres cartes qu'on a déjà vues de confrères comme Street Press ou même celle de la Horde est citée aussi. Vous, comment est-ce que vous l'avez réalisé cette carte-là ? Alors, en soi, les cartes qu'on fait et celles de la Horde ou de Street Press, elles sont très proches. On va peut-être avoir des différences sur certains groupes où on considère que leur activité s'est arrêtée, ou de nouveaux groupes que nos confrères n'ont pas forcément vus ou n'ont pas souhaité intégrer dans leur cartographie. Mais sensiblement, c'est à peu près la même chose. La classification que font nos confrères sont sensiblement la même. Nous, on a essayé là de montrer à travers cette carte qu'il y avait une inflation au cours de l'année par rapport à la carte qu'on avait faite l'année dernière du nombre de groupuscules, et notamment d'ailleurs des groupuscules nationalistes révolutionnaires qui sont de plus en plus nombreux. La méthodologie, elle est assez simple. Nous, on considère un groupuscule actif comme parce que en fait, il a un militantisme politique de terrain. Alors souvent, le militantisme politique de terrain de ces gens, c'est la violence, c'est la confrontation avec ce que eux considèrent être leurs adversaires politiques. Alors ça, c'est extrêmement large. Ça comprend évidemment tous les militants et les militantes de gauche, les personnes racisées, les personnes minorisées d'une façon générale, tous ceux qui, eux, représentent des corps étrangers à ce que eux considèrent la pureté du corps social français. Donc nous, on considère que doivent être présents sur cette carte donc des groupes qui ont une véritable action politique dans la rue, pas seulement sur les réseaux sociaux. Si on avait, il y a des tas de comptes sur Instagram qui se revendiquent d'un groupe mais dont on n'a jamais vu. Nous, les relais locaux qu'on a notamment dans les groupes d'opposition à ces gens-là, que ce soit des associations, des syndicats, nous disent bon bah voilà, ceux-là on sait pas, on n'a jamais vu un stick, on les a jamais vus. C'est du militantisme très internet. Et ensuite, on a évacué aussi toute une partie qui consiste à évacuer en fait les hooligans d'extrême droite violents qui eux n'ont pas de projet politique en dehors de la violence pure. D'ailleurs, on y viendra aussi après sur certains enseignements aussi de cette carte, c'est que ce n'est pas parce que à certains endroits ou dans certaines villes,
n'apparaissent pas des groupuscules, que les militants radicaux d'extrême droite n'œuvrent pas tout de même et ne commettent pas aussi des violences. Non, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, on va prendre un exemple. Par exemple, sur cette carte, on voit tout à fait à l'ouest de la France, donc il y a la ville de Brest, dont on a parlé en fait la dernière fois, parce qu'il y avait eu une descente extrêmement violente de l'extrême droite contre un café un samedi soir après un concert de musique punk, où il y avait eu plusieurs blessés suite à cette descente. Là, en fait, l'absence de groupuscules sociaux ne veut pas dire qu'il n'y a effectivement pas de militants violents sur place. Nous, pour en avoir parlé avec les acteurs de terrain à Brest, il y a eu un groupe qui à un moment s'est fait appeler le Talion Brest, qui a été présent à des manifestations anti-implantation de personnes exilées à Saint-Brévin ou à Callac. C'est les deux seules fois vraiment, en 2019, où on a entendu parler de ce groupe, on a vu ce groupe. Les militants sur place nous disent qu'en fait, le Talion Brest, à part ces deux occurrences, il n'a jamais existé vraiment sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'à Brest, il n'y a pas des militants violents d'extrême droite. Simplement, ils ne sont pas organisés dans un groupuscule. Ils n'ont pas de volonté politique à part faire régner la terreur. Et comme l'avait dit un des militants d'extrême droite qu'on avait rencontré il y a très longtemps avec Pierre, reprendre la rue à la gauche et s'imposer dans un rapport de force violent. D'ailleurs, est-ce que les groupes de supporters de foot, notamment d'extrême droite, sont représentés sur cette carte? Non, c'est ce que je disais, les hooligans violents d'extrême droite, ils n'ont pas de projet politique à part s'en prendre aux gens qu'ils considèrent comme des ennemis, et en ça, ils ne rentrent pas dans la catégorie du groupuscule. D'ailleurs, il y a quand même une partie de ces groupuscules où on s'est posé la question de savoir s'ils avaient vraiment un projet politique important ou si c'était vraiment juste un groupe de personnes violentes qui se réunissaient derrière un espèce de vernis politique pour s'en prendre à des personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Alors dans l'article qui accompagne aussi cette cartographie, d'ailleurs je vous mettrai juste après le lien dans le chat, vous établissez un parallèle à un moment entre le grand théoricien politique et communiste Léon Trotsky et ces groupuscules violents d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous expliquer le rapport? Oui, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'extrême droite, et particulièrement l'extrême droite radicale, s'inspire souvent des méthodes de la gauche radicale pour renforcer son action. Et à travers notre travail, on s'est rendu compte que la théorie des fronts différents, c'est-à-dire l'éparpillement des groupes qu'avait théorisé Trotsky lors de la révolution russe, puis de la guerre civile russe, elle est complètement reprise par les groupuscules d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'atomisation au sein du territoire des différents groupes d'extrême droite. On n'a presque plus de groupes à envergure nationale, comme pouvait l'être Génération Identitaire à son époque, ou le Bastion Social un peu plus tôt. À part l'Action française, il y a assez peu de groupes qui ont une envergure nationale, tout simplement parce que c'est une stratégie conscientisée par l'extrême droite radicale de rendre plus difficile le travail des services d'enquête qui pourraient avoir à faire à eux. Un autre enseignement aussi qui est important qu'on apprend donc avec cette carte, ce que vous expliquez aussi, c'est que, parce qu'il y en a eu des dissolutions de groupes, et tu le disais déjà un petit peu, mais finalement ils n'ont pas du tout éradiqué ce problème de la présence et de la manifestation concrète des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que ça veut dire que les dissolutions n'ont servi à rien ? Dans 99% des cas, la dissolution, c'est un marqueur, enfin, c'est de la propagande politique faite par le pouvoir. Sous Gérald Darmanin, qui a été un peu le champion des dissolutions pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, il y avait un peu cette volonté d'afficher une lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Simplement, ce qu'on se rend compte en analysant les résultats effectif des dissolutions, c'est que globalement, ça n'a assez peu d'efficacité. Il y a un seul cas particulier où la dissolution a eu des effets positifs, c'est la dissolution de Génération Identitaire en mars 2021. Alors pourquoi ? Parce que Génération Identitaire, c'est un mouvement national qui compte à l'époque plusieurs centaines de membres répartis sur le territoire et plusieurs milliers de sympathisants. Donc c'est un groupe qui a des structures, une association déclarée, des comptes en banque. Et lors de la dissolution, effectivement, l'association est fermée, les comptes en banque sont saisis, et ça arrête tout de suite l'action
de génération identitaire. À tel point d'ailleurs que depuis, il y a eu un autre groupe qui est présent sur qui est plus présent sur cette carte, qui s'appelle Argos, qui était un peu fondé par des gens qui venaient de génération identitaire et qui voulaient relancer un mouvement national. En fait, ce mouvement n'a absolument pas pris parce que ils ont été immédiatement toute une partie poursuivis pour reconstitution de Ligue dissoute parce qu'ils avaient exactement le même objectif que génération identitaire. Et ça, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Dans l'immense majorité des autres cas de dissolution, que ce soit les Zouaves Paris qui ont donné le GUD, eux-mêmes dissous, qui ont à nouveau donné un autre groupuscule qui s'appelle les Hussards, ou Bordeaux Nationaliste qui a lui-même été dissous, qui a donné, avec exactement les mêmes gens à l'intérieur, le même programme politique, le même néofascisme et la même pensée identitaire. On a la Bastide bordelaise qui se crée alors que Bordeaux Nationaliste n'est pas encore dissous. On a presque un peu une reconstitution de ligue pas encore dissoute. Et comme c'est des plus petits mouvements à l'échelle locale, départementale, voire régionale pour certains, les services de l'État, ils ont beaucoup plus de mal à se positionner dessus parce que quand on dissout un groupe, il faut avoir des éléments pour le prouver, enfin pour justifier cette dissolution. Alors souvent, dans le cas des groupuscules d'extrême droite, il y a deux choses qui reviennent souvent, c'est la violence d'abord des militants et les appels à la haine répétés qui contreviennent en fait à la loi. Ce qu'on apprend aussi avec cette cartographie, c'est que donc il y a différentes structures, parfois aux mêmes endroits, qui ont des rôles un peu différents, qui se répartissent les rôles entre militantisme et activisme plus violent aussi. Oui, voilà. Par exemple, à Paris, c'est probablement là où il y a la plus grosse affluence de groupuscules d'extrême droite. On a des structures qui revendiquent souvent à peu près du même, du même courant politique, voire de courants politiques différents, qui se partagent un peu la tâche. Si je prends l'exemple de Paris, on a d'un côté un groupuscule qui s'appelle Luminis, donc un groupuscule néofasciste, qui va être un petit peu la face présentable de cette mouvance à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire des maraudes pour les SDF. Alors attention, hein, pour les SDF blancs. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un très bon reportage, pour une fois, de BFM qui s'était infiltré au sein d'une de ces maraudes et il y avait des consignes vraiment données par les chefs de l'Humanisme pour dire en fait on ne donne pas à manger aux personnes qui sont ressenties comme noires, arabes ou complètement extra-européennes. Et au cours de cette même maraude, le journaliste qui s'était infiltré avait interrogé une des jeunes femmes qui étaient présentes où elle disait en fait son admiration pour Adolf Hitler. Donc en fait, malgré ce vernis en fait de groupes de réflexion et de groupes de solidarité, on se rend bien compte que on a affaire à des gens qui ont une idéologie extrêmement mortifère. Mais on peut retrouver par exemple des militants de l'Humanisme dans des actions qui sont menées par le GUD. Il y a une porosité entre les groupuscules d'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'animosité personnelle parfois entre certains groupes, entre certaines personnes, mais il y a une très très grande porosité. Et par exemple, à Paris, le groupe le plus violent, c'est le GUD jusqu'à sa dissolution en juin 2024, qui a été repris ensuite par un groupuscule, c'est exactement les mêmes personnes qui les composent, qui s'appelle les Hussards, et qui est responsable en février dernier de l'attaque contre l'Actide, donc une association communautaire de travailleurs qui projetait un film de Costa Gavras à Paris et qui a vu fondre sur eux une vingtaine de nervis qui ont gravement blessé un militant de la CGT qui a été poignardé avec des tessons de bouteille. Ces gens des Hussards, ils se revendiquent vraiment comme un groupe violent qui est là pour imposer un rapport de force avec les militants de gauche ou les personnes perçus comme des ennemis, donc racisés ou minorisés. Mais tout ce petit monde, tous ces gens-là, en fait, on les retrouve chaque année au C9M, donc le comité du 9 mai, donc c'est cette grande manifestation annuelle des néofascistes à Paris, dont on a révélé cette année qu'il y avait eu des saluts nazis, enfin tout le monde connaît ces images. Qui est un groupe aussi en soi d'ailleurs, le C9M, c'est plus, parce que je vois qu'il figure dans la cartographie. C'est plus un logo, enfin en tout cas une marque, mais elle a pris tellement d'importance ces dernières années. Nous, quand on a commencé avec Pierre à travailler sur l'extrême droite il y a 10 ans, il y avait très très peu de personnes qui se rendaient au C9M. Il y a eu des périodes où il y avait une centaine de personnes au C9M, grand maximum. Désormais, on n'est pas loin d'1 millier. Ce qui prouve que
cet événement, ce moment, il est très très important pour la mouvance parce que d'une part, il permet de se compter, il permet de créer des solidarités entre eux et surtout d'établir aussi un rapport de force, de montrer, regardez, on est 1000, on a le droit de manifester dans la rue de Paris, on a le droit d'afficher des symboles dans la croix celtique qui révèlent notre idéologie, qui est celui du néofascisme, et quelque part on vous emmerde, quoi. Ce dont se targuent parfois ces manifestants d'extrême droite, c'est de dire, regardez, quand il y a des manifestations d'extrême droite, il n'y a pas de débordement, tout va bien, on reste dans les clous, etc. Et en fait, ce que vous nous apprenez, et on a montré les images à Libération, c'est qu'une fois qu'on est loin du regard des passants dans les rues de Paris, eh ben, il y a des saluts nazis, il y a des symboles SS, alors ça, qui sont aussi, finalement, qui portent sur eux. Oui, bien donc sûr. Ils sont visibles parfois directement dans la rue. Oui. Il y a des petites références à des tambours qui ont été utilisés par les jeunesses italiennes, mais alors, cet argument qui veut que les manifestations d'extrême droite, elles se passent toujours bien, qu'il n'y a pas de casse, enfin ça c'est complètement faux. Quand on revoit ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, donc après la mort de Thomas, quand il y a eu cette descente d'une centaine de militants d'extrême droite sur le quartier de la Monnaie, d'où viennent une partie des personnes qui sont suspectées d'être à l'origine de la mort de Thomas. Enfin là, on n'est pas du tout sur une manifestation pacifique. Les collègues de Street Press avaient sorti des vocaux où les gens expliquaient qu'ils étaient venus pour casser de l'arabe. On n'est pas du tout sur une manifestation pacifique, ce qui prouve bien qu'en fait, ça relève de la propagande. Donc là, vous avez pu voir déjà un petit peu quelques images de ces révélations là que vous voyez sur votre écran. Certains nous disaient que vous avez remarqué qu'à La Roche-sur-Yon, il y avait un groupuscule, et également quelqu'un faisait remarquer qu'à La Rochelle, il y avait un groupuscule, et cette personne trouvait ça étonnant, car il dit ils n'ont jamais vraiment eu la cote dans le coin. Alors, Maxime, est-ce que tu as des choses à dire sur notamment le groupuscule de La Roche-sur-Yon, tant que je retrouve tout de suite parce que bon, évidemment, il y en a beaucoup, donc j'imagine que tu ne connais pas non plus tous les... Non, mais Virido Gallia, je vois bien. Donc, c'est un groupuscule assez ancien. C'est un groupuscule qui s'est fondé, je crois, en 2019, si mes souvenirs sont bons, et qui a traversé avec des périodes de mise en sommeil. Depuis son lancement en 2021, vous indiquez dans le... voilà, en 2021. Mais donc, il y a eu des petites périodes de mise en sommeil, et c'est un groupuscule assez violent, dont il y a plusieurs de ces membres ont déjà été condamnés, notamment pour des violences qui ont eu lieu à Nantes, où Brian Guiton, un des membres de ce groupuscule, a été condamné assez lourdement pour avoir fait une descente, encore une fois, devant contre la terrasse d'un café qui était identifié comme pouvant abriter des militants de gauche. C'est un groupuscule assez ancien. Alors après, effectivement, il n'a pas une très très grande activité parce qu'il y a des mises en sommeil. Mais par exemple, on l'a vu de sortie assez régulièrement au cours de l'année. Il y a eu des hommages à Lola, il y a eu des hommages à Thomas aussi, Perotto, donc, qui a été tué à Romans-sur-Isère. Alors évidemment avec un narratif d'extrême droite, hein, c'est pas des hommages qui tiennent vraiment à rendre hommage à la famille, c'est de la récupération politique, mais aussi parce qu'il y a eu un militant d'extrême droite anglais qui s'appelle Tommy Robinson, qui est un ancien hooligan, qui a été condamné à plusieurs fois pour violence, qui avait fait un film qu'il a diffusé un peu partout en Europe et notamment en France, et ce film avait été diffusé à au Sable d'Olonne, donc pas très loin de La Roche-sur-Yon, cette station balnéaire, et il y avait un service d'ordre qui avait été mis en place, et le service d'ordre était représenté par des membres de Virido Gallia. Et concernant Corsair, à La Rochelle, des néofascistes néo-nazis également, parce que la personne disait que ça l'étonnait de cette implantation dans ce territoire. On est sur un tout petit groupuscule pour Corsair, assez jeune, qui a été fondé dans l'année. Il y a déjà eu des groupuscules d'extrême droite à La Rochelle, l'ancien qui était à peu près de la même mouvance nationaliste révolutionnaire, qui s'appelait les Jeunesses Quadristes. À ma connaissance, ils avaient revendiqué 2 agressions, notamment contre des militants de Europe Écologie Les Verts et des syndicalistes de Solidaires. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'en dehors du fait qu'ils aient revendiqué ces agressions, ils soient responsables que de ça. Mais en fait, ce qu'on remarque sur cette carte, c'est qu'il y a assez peu de territoires qui sont épargnés par la violence d'extrême droite et dans lesquels on ne retrouve pas de groupuscules, même si effectivement on peut considérer que, en étant un peu caricatural, La Rochelle c'est un peu une ville de bobos de gauche. On ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un groupuscule d'extrême droite. Il y a des villes comme Rennes ou Nantes qui sont des bastions de gauche très importants où il y a aussi des groupuscules d'extrême droite. Et quelqu'un nous disait aussi qu'il ne voyait rien à Poitiers, en nous disant pourtant l'Action française est active par exemple. Oui, alors en fait, on a fait le choix de ne mettre qu'un point
pour l'Action française, parce que sinon, en fait, on aurait trop surchargé la carte. L'Action française a plusieurs dizaines de sections locales, donc notamment à Poitiers. Alors, pour la petite histoire, il y a 2 ans, il y a des militants de l'Action française à Poitiers qui avaient agressé jusque chez eux, jusque sur leur maman, je crois, des militants de gauche. Parce qu'il y avait eu une embrouille à la fac et ils étaient venus les agresser chez eux. Et j'avais fait un article avec Pierre sur la question, on avait recueilli le témoignage des victimes. Et on avait appelé le secrétaire général de l'époque de l'Action française, qui s'appelle toujours, qui a été remplacé, mais lui s'appelle toujours Olivier Perceval. Alors ça s'invente pas, il s'appelle Perceval. Et il nous avait dit, oui, alors on condamne, on a effectivement exclu la branche poitevine de l'Action française. Et ça, c'est un des principaux problèmes d'ailleurs à l'Action française actuellement, c'est que entre la direction politique de Paris, qui se veut en période de dédiabolisation, et les groupes, les sections locales où il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu remuants, beaucoup plus portés sur cet imaginaire de Camelot du roi qui va casser la gueule des gauchistes, comme ils disent. Il y a un peu des tensions. Il y a plusieurs groupes qui sont sur la carte, notamment l'Oriflamme à Rennes ou Medouana Noctua à Laval, qui sont en fait des groupes qui sont des scissions de l'Action française. Et il n'existe plus actuellement parce qu'il a arrêté toute activité. Il y avait un groupe à Nantes qui s'appelle Corsair et qui était lui-même aussi né d'une scission de l'Action française, en fait, qui trouvait que, et en étant un peu trivial, il trouvait la direction parisienne un peu trop molle, un peu trop dédiabolisée, et eux avaient dit non, en fait, nous, on veut bien le retour du roi, mais nous aussi, on veut être un peu des gars virils sur le terrain et dans une espèce de délire viriliste. Alors il y a pas mal de questions dans le chat, je vais les prendre un peu par thématique, parce qu'il y a notamment des questions sur des liaisons et des relations possibles ou pas entre groupuscules violents et élus ou personnalités politiques au sein de partis. Notamment quelqu'un nous demande s'il y a des porosités entre ces groupes et des élus locaux, notamment à Paris. Alors à Paris, par exemple, avec mes confrères Nicolas Massol et Pierre Plotu, on avait retrouvé à plusieurs reprises, par exemple, des membres du GUD Paris à l'intérieur de réunions du RNJ, donc le mouvement de jeunesse du Rassemblement national. Oui, il y a effectivement une porosité, mais par exemple, si on prend le cas de Patria Albigès, qui est donc le groupuscule d'Albi, l'un des dirigeants du groupe, c'est le fils du député RN local. Un des groupes dirigeants, le porte-parole du groupuscule Ténésoun, qui est implanté à Aix-en-Provence et dans d'autres villes du secteur, il a été recruté, donc il s'appelle Raphaël Ferron-Lagier, dit Raphaël Emma. Il a été recruté par un député RN pour être assistant parlementaire. Alors ça n'a pas duré très longtemps, parce que comme nous, on le connaissait assez bien à Libération, on a fait un article pour dénoncer le fait que ce député RN embauchait des néofascistes, donc il a été un peu sorti par le RN qui était un peu emmerdé par nos révélations. Mais oui, il y a des porosités, et ça en fait c'est la longue histoire de l'extrême droite. Le Front National, pendant très longtemps, ça a été la maison de toutes les extrêmes droites. Du temps où Jean-Marie Le Pen était le leader du Front National, à peu près tout le monde pouvait venir au RN. Il y avait pas personne n'était exclu parce que ses idées étaient trop extrêmes. Et il reste encore de ça au sein du Rassemblement national. Et parmi tous ces groupes, quels sont ceux qui organisent par exemple des cours de combat en forêt qu'on peut voir parfois ? Quasiment tous. En fait, quasiment tous ont une appétence particulière pour l'initiation à la violence. Parce que pour la plupart, alors ils vont dire que c'est juste pour se défendre quand on les attaque. Ils ont une volonté d'être des militants totaux. Alors pas totaux dans le sens autonomiste, hein, mais des militants qui sont à la fois capables d'écrire un tract, de faire de tenir une conférence et de se battre, d'agresser des gens. Il s'appuie en ça sur une femme de Charles Maurras, qui est le grand théoricien de l'Action française, qui disait « Soyons intellectuels et violents ». Il y a aussi une question sur les rivalités qu'il peut y avoir aussi parfois entre groupuscules, et justement quelqu'un demande est-ce que ces groupuscules d'extrême droite peuvent parfois s'affronter entre eux ? Alors, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a quand même assez peu
de violence directe entre deux groupuscules d'extrême droite d'une ville. Après, il peut y avoir des inimitiés personnelles que je ne connais pas ou des violences que je ne connais pas. Hein. Je suis pas avec eux au jour le jour et encore heureux. Mais par contre, il peut y avoir des rivalités idéologiques ou des coups de pression qui peuvent être mis. Alors, c'est un groupe qui n'existe plus, mais pendant un temps, il y avait un groupuscule qui s'appelait la Citadelle à Lille, qui avait un bar dans le vieux Lille qui était réservé aux Blancs. C'était pendant un temps la branche lilloise de Génération Identitaire. Il y avait eu ce que appellent des mises à l'amende entre de membres de la Citadelle et notamment de leur chef Aurélien Verracel, contre l'Action française de Lille, parce qu'ils voulaient s'implanter plus et leur dire, bon, maintenant, en fait, Lille, c'est chez nous, et soit vous nous rejoignez, soit vous disparaissez. Et il y avait eu un peu des trucs comme ça. Il y a eu aussi le cas à Lyon, alors là, il n'y a pas eu forcément de confrontation physique, mais à Lyon, lorsque le Bastion Social est dissous en 2019, le Bastion Social est extrêmement implanté à Lyon, parce que c'est là où ils ouvrent leur premier squat, encore une fois, réservé aux personnes marginales blanches. Il va y avoir deux groupes qui vont être créés à la suite, Audace Lyon et Lyon Populaire. Et très rapidement, Lyon Populaire va prendre le lead, va être beaucoup plus visible que Audace Lyon, au point de complètement éclipser le groupe. Sauf que, quand Lyon Populaire a été dissous cette année en raison de la violence de ses militants, ils vont réactiver ce groupe qui n'existe plus, qui n'a plus d'existence militante, Audace Lyon, pour avoir une structure que d'une part les militants connaissent déjà, donc c'est beaucoup plus facile que de remonter un groupe dès le début. Enfin, tout le monde connaît le logo, les gens sont abonnés à la page Instagram qui a 3000 followers. Il y a une facilité comme ça à switcher de groupe en groupe. Et la dernière question pour terminer cette discussion, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que cette cartographie et les éléments que vous nous apprenez avec cette carte nous racontent un petit peu aussi la stratégie de cette extrême droite radicale qui tente aussi par son implantation et par le fait, tu le disais tout à l'heure, d'avoir plusieurs groupuscules avec plusieurs rôles entre le militantisme violent ou le militantisme plutôt dans la conviction d'idées finalement. Ça raconte aussi le fait que l'extrême droite veut reprendre la rue qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui quand même, est beaucoup plus occupée par le camp progressiste que leur camp à eux. Bien sûr, ils ont une vision du monde qui est systématiquement un rapport de force. Et nous, il y a quelques années, avec Pierre, on avait rencontré un militant d'extrême droite assez célèbre qui s'appelle Marc de Cacré-Valmeunier, donc qui depuis a été embauché par Bolloré, qui était un des leaders du GUT, qui était le leader du SWAF Paris, qui est un militant extrêmement violent, qui a été condamné, qui sera jugé à nouveau en appel en décembre prochain pour les violences qui ont été commises au meeting de Villepinte. Nous, quand on l'avait rencontré, il nous avait expliqué que son but avec les SWAF Paris, c'était pas de faire de la politique au sens traditionnel, c'était de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il fallait commencer à contester ce que lui estimait comme un espèce de monopole de la gauche, c'est-à-dire la présence dans la rue, à travers des manifestations, mais aussi de la violence de rue. C'est-à-dire prendre la rue aux gauches, il appelle les gens de gauche les gauches, et c'est un des objectifs, et c'est aussi pas mal d'objectifs de groupuscules qu'on a sur cette carte et qui sont essentiellement mus par un militantisme violent. Eh bien, merci beaucoup Maxime d'être venu nous parler de cette cartographie des groupuscules radicaux d'extrême droite en France que vous pouvez retrouver sur le site de Libération.